messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce dimanche 3 décembre. Le partenariat Union africaine-Union européenne porte ses fruits. Le 5e sommet UAUE tenu à Abidjan s'est soldé par plusieurs accords de financement de la Banque européenne d'investissement. Plus de 150 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur privé. Après le 5e sommet UAUE, la Côte d'Ivoire accueille la 19e conférence internationale sur le site des IST en Afrique. La rencontre s'ouvre demain. Mais quels sont les enjeux? Vous entendrez la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah a décroché la médaille d'or hier au Palais des Sports de Treichville à la finale des Grands Prix de Taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg. Avec cette victoire, Cissé Cheikh se rapproche de la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Enfin, la situation des migrants détenus en Libye préoccupe l'Union africaine. Demain se tient à Addis Abeba une réunion sur la question avec l'ONU et l'Union européenne. L'objectif est de mettre en place un plan d'évacuation de ces migrants. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne porte ses fruits. Ce sommet qui vient de s'achever à Abidjan enregistre des retombées pour le continent africain, notamment dans le secteur privé. Plusieurs accords de financement ont été approuvés par la Banque européenne d'investissement. L'institution va investir plus de 230 millions d'euros, soit plus de 150 milliards de francs CFA dans le secteur privé. Explication détaillée avec Jean-Luc Bambo. Ces 230 millions d'euros, plus de 150 milliards de francs CFA d'investissement sur le continent africain permettront d'améliorer l'accès aux microfinances, d'accroître les investissements dans la santé, l'éducation, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives et de promouvoir l'inclusion financière. La Banque de l'Union européenne a signé son premier accord avec la Banque africaine d'impôt-export Aflexibank, un accord portant sur l'octroi d'une ligne de financement de 100 millions d'euros sur 7 ans, soit plus de 65 milliards de francs CFA pour faciliter les investissements et projets liés au commerce dans les 40 pays africains couverts par Aflexibank. La Banque européenne d'investissement BEI a également signé à Abidjan un nouvel engagement de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA dans Partech Africa, une nouvelle initiative visant à soutenir les jeunes entreprises innovantes axées sur les technologies, surtout le continent africain. Autre accord signé à la faveur du sommet UAUE, le financement de 35 millions d'euros, environ 23 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, en vue d'appuyer la modernisation des réseaux de distribution d'eau du pays. Cet engagement, pris par la BEI, vise à fournir de l'eau potable à environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement ont signé à Abidjan un programme de financement d'un montant de 12,8 millions d'euros, 8,3 milliards de francs CFA pour l'amélioration et la modernisation du réseau de transport et de distribution de l'électricité au Sénégal. Objectif, alimenter 55 000 personnes supplémentaires en électricité en Casamance, considérée comme l'une des régions les plus pauvres et les plus touchées par la migration au Sénégal. La BEI a octroyé à Abidjan ses premiers prêts au titre du mécanisme de microfinance pour l'Afrique de l'Ouest avec 8 millions d'euros en faveur de 2 institutions de microcrédit au Sénégal et au Mali. La partie nord du continent africain n'a pas été oubliée à la faveur du 5e sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. La BEI s'est engagée à investir jusqu'à 15 millions d'euros au profit des PME en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte. Par ailleurs, la BEI appuiera le capital d'investissement en Éthiopie à travers un nouveau fonds de 100 millions d'euros, plus de 65,5 milliards de francs CFA, destiné à accroître les financements en faveur des entreprises implantées dans le pays et actives dans l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi qu'à améliorer les perspectives d'emploi des personnes déplacées. Rappelons que l'Union européenne et ses États membres représentent 33% de tous les investissements étrangers réalisés à travers l'Afrique. Cette union participe à hauteur de 50% à l'aide publique au développement versée chaque année au continent africain.
Voilà, et c'était un commentaire de Jean-Jacques Kwame. Que retenir d'autre comme retombée de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne? Je rappelle qu'il a eu lieu à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. Pour en savoir davantage, la rédaction vous propose, après ce journal, à partir de 20h50, une édition spéciale, édition consacrée au bilan du 5e sommet UA-UE. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah Junior a décroché la médaille d'or hier samedi au Palais des Sports de Treichville à la finale des Grands Prix de Taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kilos. Avec cette victoire, le médailleur d'or des Jeux Olympiques de 2016, Cissé Cheikh se rapproche de la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Retour sur cette journée avec Salif Ouattara et Aude Alébé. Communion totale le samedi 2 décembre entre l'international taekwondoïne Cissé Cheikh Salah Junior et le public du Palais des Sports. Après un parcours sans faute, l'Ivoirien s'est hissé sur la plus haute marche du podium face au Russe Maxime Kramtchov. En remportant la médaille d'or à la finale de tous les Grands Prix organisés cette saison, Cissé Cheikh élève davantage son niveau au ranking mondial. Victoire difficile car, à 2 reprises, Cissé Cheikh a été mené au score avant de rebondir victorieusement à la 3e et dernière reprise. J'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui ont, après tous ces cadeaux aux Jeux Olympiques, ils nous ont fait confiance encore en nous donnant une aide présidentielle. Et cette aide-là qui nous permet de faire tous ces résultats-là. Ce n'est pas seulement le Grand Prix final. Il y a aussi le Grand Prix de Londres où je fais médaille d'or, le Grand Prix de Rabat où je fais médaille d'or. Avec Bagbirut aussi qui est médaille de champion du monde et qui combat demain. J'aimerais inviter toute la population à la soutenir demain. Et aussi à toute la population ivoirienne, tous les jeunes qui rêvent en ce moment, mais c'est vraiment dur. Je suis un exemple palpable, ça n'a pas été facile. On a travaillé, il y a eu des moments de découragement, mais on n'a pas lâché. Et j'exhorte tous ces jeunes-là à vraiment s'armer de courage. Peu avant, le public du Palais des Sports de Treichville avait réservé un accueil chaleureux à tous les taekwondoïnes du monde entier venus à Abidjan pour 2 grands rendez-vous mondiaux. La finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe. Dans son discours de bienvenue, le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amicha, a souhaité à tous les participants un bon séjour en terre ivoirienne. Ce dimanche 3 décembre, l'attention est portée sur les personnes handicapées. C'est leur journée. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de la célébration. La direction de la promotion des personnes handicapées a initié un forum sur le handicap. L'objectif de cette rencontre, faire le bilan des actions menées et surtout dégager les perspectives. Ce forum appelle à l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Frédéric Olaï, Franck-Quatio. Selon l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, les personnes en situation de handicap représentent environ 15% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, plus de 441 453 personnes sont en situation de handicap et leur intégration dans la société n'est pas toujours facile. Le gouvernement a pris des engagements forts pour le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Il y a donc des chiffres qui nous permettent de communiquer sur cette bonne pratique, mais également des résultats qui permettent de constater que ce sont des personnes qui apportent de la valeur ajoutée dans l'appareil de production de l'État. La 25e journée des personnes handicapées est l'occasion d'interpeller pour des initiatives fortes. Les responsables d'associations font des plaidoyers pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous pensons que l'État ou les collectivités ne font pas assez pour notre situation. Il était temps de venir écouter et voir ce que l'État fait ou alors ce que l'État peut faire pour les femmes en situation de handicap. Nous avons nos sœurs qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut que l'État les aide en les regroupant en coopératives pour qu'elles puissent se prendre en charge. Et justement, il y a des acquis selon la direction de la promotion des personnes handicapées. Des efforts consentis pour améliorer les conditions de vie de cette frange de la population considérée comme vulnérable. Ces dernières années, plus de 1000 personnes vivant avec un handicap ont été intégrées dans le tissu social selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Des projets sont même mis en œuvre. Le projet, c'est d'avoir dans les classes de l'éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, des enfants de Côte d'Ivoire, qu'ils soient
handicapés moteurs ou handicapés sensoriels, ou qu'ils soient des enfants dits bien portants, que tout le monde soit dans la même classe. La direction des écoles, collèges et lycées des personnes handicapées prévoit aussi, dans son projet de formation, étendre l'ouverture des écoles préscolaires et secondaires aux localités de l'intérieur du pays. Voilà, je l'annonçais en début de journal. Demain s'ouvre à Abidjan la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Un rendez-vous pour intensifier les plaidoyers auprès des décideurs en vue de mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida à l'horizon 2030. Les enjeux sont donc importants. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, s'est prononcée au micro de notre reporter Franck Coadio. Après la journée mondiale de lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire va vivre ce qu'on appelle la semaine du sida, avec la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite l'événement. Tenant compte de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest et surtout du leadership du président Alassane Ouattara dans la lutte contre le VIH, la Côte d'Ivoire abrite donc ICASA 20 ans après. Notre pays servira à nouveau de plateforme pour cette 19e édition de ICASA, permettant de mieux appréhender les politiques de la riposte africaine, on appelle ça MDJ, c'est-à-dire Millennium Development Goals, et les objectifs de l'UNIDIS-SIDA de 0 nouvelle infection, 0 cas de sida, 0 décès en accord avec les initiatives 90-90-90. La Côte d'Ivoire veut assurer un véritable succès à ICASA 2017. Pour ce faire et pour assurer un véritable succès de cet événement, il a été mis en place au niveau national un comité multisectoriel de pilotage. Ce comité comprenant les représentants des différents ministères techniques clés, des agences du système des Nations Unies, les acteurs du secteur privé, les communautaires et la société civile se sont réunis afin d'assurer un succès à cette conférence. 6 jours d'échange sur les dernières découvertes dans le domaine du sida et sur les succès dans la lutte. Dans le monde, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 18% de 2010 à 2016, passant de 2,2 millions à 1,8 million. Les décès liés au VIH ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé, qui est celui de 2005. En Afrique de l'Ouest et centrale, entre 2010 et 2016, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 9% et le nombre de décès liés au VIH dans la région a diminué de 21%. Chez nous, en Côte d'Ivoire, une tendance très nette à la baisse de la prévalence de l'infection à VIH qui est passée de 4,7% à 3,7%, et ceci de 2005 à 2012. Les estimations situent la prévalence à environ 2,7%, et cela en 2016, selon l'ONU-SIDA. Dans le cadre de la réponse au sida, plusieurs actions sont menées par le gouvernement. L'institution de la gratuité de l'accès à la prévention, au traitement ARV et au bilan biologique VIH. La délégation du dépistage VIH aux agents communautaires et au personnel de soins non laboratoires, avec l'institution du dépistage par des tests rapides par piqûre au bout du doigt. La promulgation de la loi du 14 juillet 2014 portant prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH et le sida en Côte d'Ivoire depuis 2014. L'adoption en 2017 de la directive du tester et traiter tous, qui recommande de mettre sous traitement antirétroviral toutes les personnes dépistées positives au VIH sans condition d'éligibilité et une offre de soins différenciée selon que le patient est stable ou non stable. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030, selon la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi.
Voilà un reportage réalisé pour vous par Delphine Blas et Herman Guivet. Et cette rencontre internationale sur le sida et les IST en Afrique se tiendra assurément dans un environnement sain. L'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement pour donner un visage reluisant aux villes et communes ivoiriennes, se poursuit. L'équipe de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a fait escale à Grand Bassam pour lancer la 10e édition. Les populations ont été invitées à assainir le cadre de vie, comme nous l'explique Grace Kando. Bassam. Nous sommes sur l'une des plages de cette ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Marius et ses amis sont à la tâche pour maintenir ce site propre qui accueille de nombreux visiteurs. Leur association fait du bénévolat. Leur mission, assainir les plages de Grand Bassam en les débarrassant de toutes les ordures. Nous ramassons les sacs, les sachets, nous ramassons les débris laissés par la mer. Nous ramassons aussi ce que les usagers qui viennent visiter la plage laissent. C'est une façon pour nous de rendre notre environnement propre. Une action qui cadre avec la vision du gouvernement, initiateur du Grand Ménage. L'opération vient de faire escale pour sa 10e édition dans la ville historique de Grand Bassam. Grand Bassam, première ville touristique de Côte d'Ivoire, Grand Bassam est condamné à être propre. Il faut faire en sorte que Grand Bassam ait des populations en bonne santé. Nous sommes venus les encourager à poursuivre leur engagement dans cette politique Grand Ménage et nous voulons que Grand Bassam soit la prochaine ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Nous voulons que Grand Bassam donne l'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes donc une ville avec beaucoup de visiteurs étrangers, beaucoup de touristes. Et au-delà, il y a beaucoup de séminaires et de rencontres qui se tiennent ici à Bassam. Et donc, l'image que ces personnes qui viennent à Bassam doivent garder, c'est l'image d'une ville propre. Mouvement, association, autorité préfectorale, tous adhèrent à l'opération. Notre action est celle de pouvoir coordonner l'ensemble des activités de salubrité, de sensibiliser, d'informer, de participer à la mobilisation des ressources pour permettre de conduire ces opérations à terme. Un comité départemental de salubrité et d'hygiène a été installé. Sa mission, sensibiliser les populations aux notions de propriété, leur inculquer les bons réflexes pour un environnement propre. Et pendant ce temps de nettoyage, la lutte contre l'extrême surcharge sur les routes continue. Elle a démarré vendredi dernier. L'objectif, protéger les routes et éviter les accidents. C'est l'application du règlement 14 de l'UEMOA, une mesure que nous explique dans les détails Francis Boifou. Autoroute du Nord, PCAL 23, station de paysage à basse vitesse d'Alokwa. Au passage de ces deux camions à destination de l'Interland, le compteur indique une surcharge. La réaction de l'opérateur en charge des paysages est immédiate. Le premier camion a une surcharge de 12 tonnes 20 qui a été facturé à 11 000 francs la surcharge sur l'Interland. Donc le total de sa facture fait 46 000 francs avec les 2 000 francs du frais de paysage. Le deuxième camion, il a une surcharge sur le Cieux, 1 tonne 300. Il a 11 000 francs aussi pour l'Interland comme surcharge. Et plus les frais de paysage, ça lui a fait 16 500 francs la facture. Si c'était en extrême surcharge, on allait multiplier la surcharge par 60 000 francs. La lutte contre l'extrême surcharge a démarré vendredi en Côte d'Ivoire. Tout véhicule qui sera en dépassement de 40% de son poids et de sa surcharge sera donc pénalisé et sera taxé à hauteur de 20 000 francs la tonne surchargée si c'est un trafic national et de 60 000 francs par tonnage surchargé si c'est un trafic international. À compter de mars 2018, il va y avoir ce qu'on appelle la tolérance zéro. Ce qui veut dire que si le véhicule a droit à 20 tonnes de façon réglementaire, ce véhicule ne peut plus charger 20 tonnes et 1 kg. La Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, dit également non à la surcharge. Après une visite au fonds d'entretien routier fait au plateau et à la station de paysage à basse vitesse d'Alokwa, Soumaoro Ben Mfali et ses camarades appellent à l'application stricte du règlement 14.
Lorsque les routes sont dégradées et que les véhicules viennent surprise de ces gros trous-là, donc ça provoque beaucoup d'accidents. Et ensuite encore, on est obligé de prendre de l'argent chaque fois dans les caisses de l'État pour réparer les routes. Et cet argent, on peut le prendre pour équiper les écoles, les centres de santé. La surcharge est la principale cause de dégradation de la route selon des experts. Pourtant, cette route demeure le principal support de transport avec environ 90% du trafic voyageurs et des biens en Afrique de l'Ouest. Le Conseil des ministres en charge des infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA invite au respect des tests en matière de transport de marchandises. Les bureaux et la gendarmerie mobile de Korogo disposent de matériel informatique. C'est un don d'un cadre de la région pour faciliter le travail des gendarmes. Nous y reviendrons. Mais notez que le Sahara 2017 a refermé ses portes il y a quelques jours à Abidjan. Que retenir de cette édition du Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques? La question a été évoquée au magazine du dimanche, au journal de 13h présenté par Alvor Assa. Son invité, Mme Condé Touré Dienebou, commissaire général du Sahara 2017, s'est prononcé sur la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. Nous avons comme ambition, et je pense que cette ambition est en train d'être réalisée, de positionner le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan comme le salon de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. Et cette année, nous avons décidé d'aborder un défi qui est le changement climatique, pour voir quels sont les paradigmes qu'on peut changer sur toute la chaîne des valeurs, c'est-à-dire de la ferme à la table ou de la fourche à la fourchette, et je dirais même de la daba au talier. Un salon, c'est d'abord les expositions, mais en dehors de ça, il y a la partie scientifique que nous organisons sur le thème qui a été choisi. Et cette année, nous avons eu 35 rencontres qui ont été organisées sur les thèmes en question. Il y a eu 4 conférences. Disons que nous avons accueilli 19 délégations ministérielles venues de 17 pays. Et à entendre les délégations qui sont venues, nous pouvons dire que chaque délégation a pu tirer son épingle du jeu. Mais nous avons instruction ferme. Comme j'ai dit tantôt, le Sahara se bonifie au fil des éditions. Et nous comptons mieux faire. Et nous avons l'esprit ouvert. Nous ne faisons pas de l'autosatisfaction parce que pour nous, l'autosatisfaction, c'est le début de la régression. Tout à fait. Et donc, nous ne voulons pas faire de l'autosatisfaction. Nous avons l'esprit ouvert. Nous avons offert au monde agricole un Sahara en 2017 et nous attendons les critiques. Les critiques afin de mieux leur offrir en 2019 et les éditions futures. Nous partons pour la région du Logibwa, où les populations se sont réunies pour dire merci au président de la République pour ses actions de développement dans leur localité. Les populations sont venues de Zikiso, d'Ivo et Guitry pour parler également réconciliation, comme nous dit Mamadou Kwasi. Venus de toutes les contrées de la région du Logibwa, les filles et fils n'ont pas voulu se faire compter cette journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Reconnaissance pour les actions de développement par la construction de routes, d'infrastructures socio-éducatives et de construction de centres de santé, mais aussi pour la promotion des cadres de cette région. Ma nomination et celle de mon frère jumeau Léon Djokoui ont été perçues par nos parents comme une excellente opportunité à saisir pour témoigner à la face du monde leur adhésion à la politique audacieuse que mène le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En cette circonstance heureuse, qu'il me soit permis de traduire devant cette auguste assemblée toute l'admiration de la région du Logibwa au chef de l'État qui, dans ses actions pour apporter le bien-être aux Ivoiriens, ne fait exception ni de personne, ni de localité. Le ministre Sidi Touré représentant le parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ainsi que le ministre des Sports François-Albert Amicha et le ministre des Infrastructures économiques Amédée Kouakou ont tous exhorté les fils et filles de la région à la réconciliation et à une cohésion totale, gage de stabilité et de développement d'un pays. La Côte d'Ivoire s'est rapidement remise dans le sens de la marche grâce à l'action de ce travailleur hors pair qui a une haute idée de l'intérêt général
et un amour sans borne pour son pays. Je voudrais vous inviter tous à promouvoir la tolérance, le pardon mutuel, l'acceptation de nos différences pour garantir une stabilité à notre pays. Faites confiance au docteur Alassane Ouattara parce que la direction qu'il nous montre, c'est une direction qui est au-dessus de lui. Il nous faut lui faire confiance et lui dire que nous le suivons. Nous irons là où il nous mènera parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les sillons qu'il a tracés sont de bons sillons. Notons que cette journée de reconnaissance et d'hommage du peuple d'Ida à Zikisso, président de la République Alassane Ouattara, a vu le soutien des autorités du Haut-Sassandra, du Gouaklé et du Sud-Komoué. Et notez aussi que la région de la Bagoé a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. La région s'est mobilisée ce dimanche. Aujourd'hui donc à Boundiali. Vous aurez les détails de cette célébration dans nos prochaines éditions. La situation des migrants détenus en Libye préoccupe l'Union africaine. L'UA sonne la mobilisation. Demain se tient donc à Addis Abeba en Éthiopie une réunion d'urgence sur la question avec l'ONU et l'Union européenne. L'objectif est de mettre en œuvre le plus rapidement possible un plan d'évacuation des migrants avec l'appui de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Je vous propose à présent le reste de l'actualité. C'est dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité dans le monde cette semaine? Réponse avec Herman Divi. Au Liban, Saad Hariri a déclaré lundi dernier qu'il souhaitait rester Premier ministre du Liban, mais que sa décision dépendrait des discussions en cours sur l'implication du puissant mouvement chiite libanais, le Hezbollah, dans des conflits régionaux. Revenant sur sa démission, Saad Hariri a assuré avoir voulu provoquer ainsi un choc auprès des Libanais et répété avoir pris cette décision de son propre chef et non sous la contrainte de Riyad. Le président français Emmanuel Macron a promis mardi dernier que tous les documents français concernant l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient déclassifiés à l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré à Ouagadougou. Le président français Emmanuel Macron, qui était en tournée africaine dans 3 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne s'est ouvert à Abidjan. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants des 55 pays d'Afrique et de 28 pays d'Europe étaient attendus pour des discussions qui ont été dominées par les questions d'immigration et de sécurité. Alassane Ouattara a invité la jeunesse africaine à ne pas se lancer à l'aventure au péril de sa vie, puisqu'elle incarne l'avenir du continent par son dynamisme, son ingéniosité et son extraordinaire potentiel. Les États-Unis appellent tous les pays à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec la Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, en menaçant de détruire complètement le régime nord-coréen en cas de guerre. Le Conseil de sécurité en est à 8 trains de sanctions contre la Corée du Nord pour contraindre ce pays à suspendre ses programmes d'armement balistique et nucléaire jugés menaçants pour le monde. Le pape François a achevé sa tournée en Asie, concluant un délicat voyage apostolique de 6 jours en Birmanie puis au Bangladesh, avec en permanence l'exode des Rohingyas en toile de fond. 620 000 réfugiés Rohingyas de Birmanie ont afflué ces 3 derniers mois au Bangladesh voisin pour échapper à ce que l'ONU considère comme une épuration ethnique menée par l'armée. S'il ne s'est pas rendu dans la région des camps, dans le sud du Bangladesh, le pape François a en revanche rencontré 16 de ces réfugiés à Dhaka. Après ces entretiens, le pape François leur a publiquement demandé pardon pour leur souffrance dans l'indifférence du monde. Le gouvernement du Honduras a décrété l'état d'urgence pour mettre fin aux manifestations de l'opposition qui se multiplient à travers le pays contre une supposée fraude électorale lors de la présidentielle de dimanche dernier. Plusieurs jours après l'élection présidentielle, le Honduras n'a toujours pas de vainqueur, l'autorité électorale ayant annoncé un recomptage de certains procès-verbaux jugés litigieux. Le président américain Donald Trump a rendu hommage à Rosa Parks, pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains, dans une vidéo qu'il a publiée. Selon le président américain, aujourd'hui les États-Unis sont une nation meilleure, un pays plus équitable et un peuple plus uni à cause du courage de Rosa Parks. Donald Trump
a également décidé de retirer les États-Unis d'un pacte mondial de l'ONU visant à améliorer la gestion internationale des migrants et réfugiés jugés incompatibles avec sa politique migratoire, annonce faite par la mission américaine auprès des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de cette édition. Notez que l'actualité ne s'arrête pas, ne décrochez surtout pas. La rédaction vous propose juste donc après ce journal à partir de 20h50 sur RTI 1, une édition spéciale, édition consacrée au bilan du 5e sommet Union africaine-Union européenne tenu les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan.